dans les débuts de la Troisième République, une grande partie des ministres, des présidents du Conseil, des présidents de la République eux-mêmes, ont appartenu les uns et les autres à la franc-maçonnerie. Il ne faut pas oublier que parmi les fondateurs de la Troisième République, vous avez Gambetta, Jules Ferry, qui sont les deux grands noms de la fondation de la Troisième République, et tous les deux sont francs-maçons. Ce que fait le 19e siècle, c'est d'inventer les Gaulois comme nos ancêtres et d'inventer Vercingétorix comme finalement le premier fédérateur de cette nation. Le roi d'une nation en fait. À partir de 1880, les différentes victoires des candidats républicains vont permettre aux francs-maçons d'entrer massivement à la Chambre des députés et au Sénat. Plus d'un tiers des parlementaires est alors franc-maçon. Une partie des sujets de société discutés dans les loges depuis des années vont ainsi devenir des textes de loi de la République. L'un des plus emblématiques, la loi de 1881, fondatrice de la liberté d'expression. Vercingétorix n'aurait été inventé que pour opposer une figure laïque imaginaire à la figure d'une France chrétienne fondée par Clovis. Oui, parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est le chrétien Clovis qui est mis en avant. Jusqu'à là, on faisait commencer l'histoire de France aux Francs, mais ils sont pas très présentables au moment de la Révolution. On essaie, ils sont voilà germains, ils sont bon, c'est pas la bonne tradition. Ils sont bon, et on essaie de les faire commencer aux Gaulois. La loi de 1881, c'est toujours la loi qui signale qu'on n'a pas le droit d'afficher. Mais la loi de 1881, ce n'est pas une loi de défense. C'est une loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'afficher n'importe où, parce que désormais, on a le droit d'afficher quelque part. On a le droit d'afficher ses opinions, mais bien entendu, il faut le faire dans l'ordre. Donc il y a des zones d'affichage dans les villes où l'on peut exprimer ses opinions. Mais avant, on n'avait pas le droit du tout. Lorsque Napoléon III arrive au pouvoir, Napoléon III, en fait, est le premier président élu. Ça, on l'oublie. Et il transforme sa présidence en un empire. Et Napoléon III se cherche une figure de référence. Et il a pensé à Charlemagne à un moment, et finalement il se dit que Jules César, c'est bien, parce que c'est un empereur comme lui. Самое странное, о котором мало кто знает, что отца Гая Юлия Цезаря тоже звали Гай Юлий Цезарь, и деда тоже Гай Юлий Цезарь, и прадеда Гай Юлий Цезарь. Одни Гаи и все Юлии, и Цезари. La loi de 1881, c'est finalement la première pierre de l'édifice de la République maçonnique. Il veut donner l'idée que, en fait, quand les peuples ont un empereur, ils font un grand bond en avant. La Gaule a fait un bond en avant dans la civilisation en étant romanisée, intégrée dans l'Empire romain, et grâce à lui, grâce à Napoléon III, la France va faire un bond en avant dans la modernité. Et il veut donc présenter Vercingétorix comme, disons, le brillant perdant, celui qui s'est battu bravement contre les Romains, mais qui finalement accepte sa défaite et accepte que la Gaule se civilise et se gallo-romanise, si vous voulez. La partie essentielle de la loi de 1881, c'est d'établir la liberté de la presse. La presse, désormais, est libre. On peut imprimer et vendre toutes les opinions qu'on souhaite défendre. Évidemment, ça c'est l'article 1 de la possibilité même d'établir une société plurielle, une société de liberté. Que toutes les opinions puissent librement s'exprimer, comme elles se sont toujours librement exprimées au sein des loges, où l'on a le droit de tout dire, et depuis longtemps. Eh bien, il faut que cette pratique de la loge, elle s'ouvre à la société dans son entier. Le problème avec les personnages très anciens, c'est que généralement, on ne connaît leur existence que par des sources très anciennes. Et dans le cas de Vercingétorix, une seule source, puisqu'il s'agit de Jules César. Ce sont les commentaires de la guerre des Gaules, où César parle de lui à la troisième personne. Такое ощущение, что у итальянских фальсификаторов XVI века, которые придумали античность в эпоху Ренессанса, фантазия закончилась на имена. Раз плодили под одним именем весь род Юлиев. Certes, d'autres historiens, Dion Cassius, Plutarque évidemment, ou Diodore de Sicile, nous parlent de Vercingétorix, mais ils le font d'après César. Donc la seule source, c'est Jules César. Nous sommes obligés de nous en remettre à ce qu'il nous raconte
de ce garçon dont il nous dit que c'était un adolescens, c'est-à-dire un homme de moins de 30 ans, et dont il nous livre seulement le nom Vercingétorix, dont certains nous disent que ce n'est même pas un nom propre. Il semblerait qu'en celte, cela veuille dire le grand chef des guerriers. Самое интересное это то, что о Гае Юлии Цезаре впервые заговорили именно в XVI веке. До XVI века о великом полководце, диктаторе, писателе Гае никто даже не слышал. La figure de Vercingétorix, en fait, elle est malléable et elle bouge au hasard des circonstances de notre histoire contemporaine. Et en fait, Vercingétorix dit beaucoup plus de choses sur nous-mêmes que nous-mêmes nous pouvons dire des choses sur lui. C'est une pure invention. Tout ce que l'on sait, c'est ce qu'a dit César dans la guerre des Gaules, c'est-à-dire rien. Mais cette France républicaine, beaucoup n'en veulent pas. Les catholiques refusent l'école laïque. Les notables rejettent le suffrage universel. Et les nobles bataillent pour le retour à la monarchie. Les républicains leur répondent en faisant du 14 juillet la fête nationale. Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma sœur, ma fille voir la revue du 14 juillet. Обсуждать всю официальную биографию Гая Юлия Цезаря далее нет смысла. Она была придумана в XVI веке итальянскими мошенниками. Достаточно того, что в биографии Гая упоминаются вымышленные якобы античные персонажи. Античный учитель Марк Антоний Гнефон, римский оратор Цицерон, римский писатель Плиний Старший и многие другие, никогда не существующие деятели. C'est une incroyable bouffée de liberté qui déferle sur la France. En 1885, on dénombre la publication à Paris de 1540 titres de journaux. Le quotidien devient un produit de consommation courante, autorisant la circulation des idées, enflammant l'opposition entre les tenants de la République et ceux de l'ordre ancien. Так что же получается? Древнеримский Гай Юлий Цезарь – вымышленный персонаж? И да, и нет. Puis après avoir cassé la croûte, mon plus ancien souvenir a été cette manifestation du 14 juillet 1880, n'est-ce pas, qui a été la première manifestation en faveur de l'anniversaire de la prise de la Bastille de 1789, n'est-ce pas? Vous voulez dire que c'est la première fois qu'on a fêté le 14 juillet? On a fêté le 14 juillet, oui. Et je me rappelle avoir remarqué qu'une moitié de la ville était pavoisée des drapeaux tricolores, tandis que l'autre moitié avait fermé tous ses volets en signe de deuil. Les républicains francs-maçons du XIXe siècle sont partisans d'une action légale, même si effectivement on peut mentionner quelques situations un peu exceptionnelles, comme par exemple, évidemment, le siège de Paris et la Commune en 1870, où dans une situation qui est clairement une situation insurrectionnelle, on va trouver des francs-maçons. Кто-то обязательно спросит, а как же многочисленные античные монеты с изображением Юлия Цезаря? Это же прямое доказательство существования якобы античного правителя. Разочаруем многих. И дело не в том, что никакой античности никогда не существовало. Античность – это наше Средневековье и эпоха Ренессанса. Bon, en fait, elle n'a pas plus existé, la Renaissance en Italie, au Moyen-Âge pour les croisades. Les loges à cette époque préparent les candidatures, suscitent les candidatures, essaient de trouver dans leur rang, bien entendu, un candidat. Si le candidat n'est pas franc-maçon, ce qui peut arriver, mais qui paraît le mieux placé dans le camp républicain, on le soutient. Cette ceinture de chasteté, on la voit au musée de Cluny. Alors, mais voilà, c'est un faux du 19e, c'est-à-dire c'est une ceinture de chasteté faite au 19e siècle pour figurer ce qu'était, enfin ce qu'on s'imaginait être les mœurs féodales de l'époque. Да, история древнеримского Гая вымышлена от начала до конца, но у него был реальный прототип конца 15-го, начала 16 века, с которого во многом и был списан образ и даже часть биографии. И кто этот незнакомец?